Ah oui, en même temps, là. C'est vrai. Ouais. Bah On oui, peut hein. plus dormir, là, maintenant. Oh la vache. On se rapproche. Alors bon, Alors, je vous fais pas le résumé du l'épisode, on a compris. Hein. Comme dans les séries. Non voilà, il passe un peu de temps près de la source, il y a cette apparition, et puis bon... oh, bah, tu le fais quand même en fait. Ouais. Je vous le fais pas, mais... Et bientôt il prit le chemin du retour. À son arrivée, sa compagne sentit immédiatement qu'un déplacement intérieur avait eu lieu. Il lui parla de la vallée, de la source, du chêne, mais avec précaution, comme on évoque un rêve fragile. Et elle comprenait cela, cette nécessité de laisser les expériences se déposer avant de les exposer au langage. Le lendemain matin, il recommença ses recherches. L'annonce mentionnait vaguement un propriétaire artiste. Très vite, il retrouva la trace d'un peintre vivant près de Langres. Il lui téléphona, lui parla du lieu, de sa propre vie et du théâtre. Puis, dans l'échange, il évoqua, sans trop savoir pourquoi, la voix et le corps de Laurent Terzieff. Alors là, le peintre sembla immédiatement touché. « Je crois au destin, dit-il. » Le rendez-vous fut fixé, il irait chercher le peintre dès le lendemain pour visiter la chapelle. Et lorsque celui-ci monta en voiture, il fut saisi par son odeur. Saucisson, ail et vin rouge, enfin une odeur de bohème campagnarde. À mesure qu'il descendait vers la vallée, le peintre murmura « Chaque fois que je prends cette route, j'ai l'impression de remonter le temps. » Arrivé près de la chapelle, il expliqua qu'il avait découvert le lieu sous les ronces après avoir fui Paris. Puis il ajouta sans détour « La première nuit ici, j'ai fait une décorporation !» Depuis, il n'avait plus réussi à dormir durablement dans la chapelle. Il avait pourtant vécu là plusieurs années dans un ancien car scolaire. Il parla aussi du grand cerf apparu près de la source, des abeilles qui revenaient chaque année dans une ancienne salle, et du sentiment que le lieu était vivant. En entrant dans la chapelle, près du peintre se tenait une stalle, simple, usée, pourtant immédiatement familière. Tiens donc. Depuis des mois, pour sa dernière création autour de Jeanne d'Arc, il avait visualisé pour sa scénographie cette même stalle. Alors la voir là près du peintre, dans cette chapelle, rien de plus normal, un signe comme les autres que le théâtre, la création de la vie lui réservait. En ressortant, il demanda au peintre dans quelles circonstances il avait acheté la chapelle. L'homme éclata de rire. Le lieu appartenait autrefois au diocèse. Personne ne semblait vraiment savoir qu'une ancienne chapelle subsistait au fond de cette vallée. Après plusieurs démarches, un évêque était même venu visiter le site. Le lierre, les ronces, les pierres à moitié ensevelies, tout cela avait convaincu l'église qu'elle ne perdrait rien à vendre. Le peintre avait alors demandé à l'évêque « Combien en voulez-vous » L'évêque était resté silencieux un long moment. Puis il regarda le sol humide d'escargots, comptait les escargots, et ce sera le prix. Le peintre riait encore en racontant cela, puis il demanda « Et vous ? Qu'est-ce que vous voulez faire ici ?» Il répondit qu'il souhaitait simplement préserver le lieu, y écrire, accueillir peut-être quelques écrivains, et surtout trouver enfin un espace de silence. Le peintre acquiesça, puis il dit calmement « Ah oui, c'est bien. Moi, je pars. Je vends tout. Je pars méditer dans l'Himalaya. Je te vends la chapelle. Elle est à toi, et surtout pas aux voisins. » Ils se mirent vite d'accord sur le prix, bien en deçà de ce qu'affichait l'annonce. Et comment dire, le tutoiement était venu naturellement, comme si le lieu avait déjà effacé toute distance entre eux. Quelques semaines plus tard, après le premier contrat signé, une clerc de notaire lui téléphona. Une nouvelle loi venait d'entrer en vigueur. Dans le cadre d'une vente comprenant une portion forestière, les voisins propriétaires forestiers eux-mêmes devenaient prioritaires. Sa proposition d'achat et le prix convenu à la baisse avec le peintre avaient donc été présentés aux habitants de la ferme, précisément ceux auxquels le peintre refusait de vendre.
Il aurait pu sentir immédiatement revenir cette sensation de l'exclusion, la brutalité impersonnelle, le même vertige que lors de sa chute professionnelle, mais non. Au bout de quelques minutes, quelque chose de plus sage était déjà à l'œuvre en lui. Alors il appela immédiatement le peintre. Celui-ci soupira. « J'aurais dû te la vendre au prix fort !» Il expliqua qu'il avait volontairement fixé une somme élevée pour empêcher les jeunes voisins d'acheter. Puis il ajouta avec lassitude « J'aurais dû te la vendre à toi, officiellement très cher. Puis je t'aurais rendu le surplus plus tard. Au moins, cette loi n'aurait rien pu faire. Foutu pays !» Et il soupira. « Enfin !» Il disait cela comme un homme déjà éloigné du monde. Son esprit semblait déjà tournoyer au-dessus de l'Himalaya, vers une autre forme de silence. La nuit qui suivit cet épisode, il dormit très mal. Son sommeil se fragmenta en visions violentes. Il y avait la chapelle, bien sûr, des corridors de pierre, le bruit de l'eau, des silhouettes encapuchonnées et cette sensation atroce d'une injustice très ancienne. Au petit matin, le rêve prit une forme plus nette. Il n'observait plus ce qui ressemblait à un jeune moine. Il était ce jeune homme entré dans les ordres. Le lieu servait autrefois de léproserie. Des malades reposaient dans une salle proche de la source, la même qui accueille les abeilles chaque année. L'eau semblait utilisée pour ses propriétés de guérison, mais derrière les murs de ce lieu saint se dissimulaient aussi des détournements, des abus, des violences. Le jeune moine avait parlé. Il croyait à la justice, à la probité, tiens donc, et donc à la charité. Alors on avait décidé de le faire taire. Le rêve bascula, la nuit, des mains, le choc contre la pierre, puis la source, toujours la source, et cette certitude, on l'avait assassiné là. Il se réveilla dans une suffocation. Le jour même, il entreprit des recherches dans les archives départementales. Les confirmations apparurent progressivement. Le lieu avait bien accueilli une léproserie. La source était réputée pour ses propriétés exceptionnelles. Des ordres religieux avaient vécu à cet endroit. L'histoire commençait à prendre un sens vertigineux. Mais les questions demeuraient. Le corps du jeune moine reposait-il réellement près de la source? Avait-il médité sans le savoir sur ce qui pourrait être sa propre dépouille? Et qui étaient réellement ces jeunes voisins qui remportaient maintenant la chapelle? Ces habitants qu'il avait instinctivement évités dans sa quête? Une intuition plus troublante encore commença alors à émerger. Cette femme, cette voisine, aperçue au loin près de la ferme, pourquoi sa présence lui semblait-elle maintenant étrangement familière? Avait-elle été autrefois une femme pauvre du vallon? Un amour silencieux du jeune moine? Une autre victime des intrigues anciennes? Bon, il ne possédait aucune preuve, seulement une sensation profonde. Alors il comprit quelque chose d'essentiel. Perdre la chapelle n'était peut-être pas une injustice, mais l'achèvement même de l'histoire. Comme si cette fois, il devait renoncer à posséder le lieu, afin qu'une autre destinée puisse enfin s'accomplir. Une dizaine de jours plus tard, il osa retourner une dernière fois dans la vallée, avec son fidèle compagnon, une chienne nordique qu'il avait adoptée. Elle resta dans la voiture pendant qu'il redescendait seul vers la source, mais cette fois, le lieu avait changé. Plus d'émanations, plus de fantômes, comme si les projets humains, la propriété, le commerce et les futurs travaux recouvraient lentement la mémoire du vallon. Il pensa à la présence presque audible de ce qu'il nommait le gardien. Custos. Qui était-il réellement? Un ancien templier? Un moine soldat? Une mémoire du lieu? Une part intemporelle de lui-même? Avait-il attendu durant des siècles qu'une conscience revienne enfin entendre cette histoire? Et le peintre? Et l'évêque? Et ce couple de voisins qui remportait la mise? Bon, il s'assit une dernière fois près de la source, longtemps, sans chercher de vision, sans attente. Et alors il comprit quelque chose de très simple. Toute sa vie, il avait tenté de sauver des formes. Une carrière, une réputation, des œuvres, des fidélités. Mais la vérité intérieure ne demande peut-être pas à être possédée, seulement reconnue. Le jeune moine était mort pour avoir voulu préserver une vérité. Lui-même
au théâtre avait été symboliquement brisé pour avoir refusé certaines compromissions. La fracture traversait les siècles. Et pourtant quelque chose semblait vivre toujours comme une source inépuisable. Une certaine innocence, une enfance, une fidélité secrète du cœur qui ne cesse de chanter à qui veut bien l'entendre. Lorsqu'il remonta enfin vers la voiture, sa blanche compagne l'accueillit avec cette joie immédiate propre aux animaux. Il lui sourit, puis regarda une dernière fois en direction de cette vallée, sans regret désormais, comme on salue un rêve venu accomplir son œuvre intérieure. Et il repartit vers d'autres routes, d'autres ruines, d'autres passages invisibles. Ouais.